Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Dans un contexte difficile que vit notre pays, les manœuvres du régime n'ont pas cessé de désigner comme coupables des ennemis visibles ou invisibles qui seront responsables de notre malheur. En tant que pays et peuple, la main étrangère n'a jamais été loin de ces manœuvres, de la crise d'eau à la crise d'oxygène, aux incendies qui ont ravagé notre pays, la crise du lait, de l'huile et des médicaments, et surtout la cherté de la vie dont fait face le peuple algérien. L'édito Al-Jaish paru hier revient une fois encore sur l'ennemi invisible. Il ne nous surprend pas, il est d'une indigence intellectuelle et nous ramène à une communication du siècle dernier où le complot est partout et à tous les étages. Des partis connus pour leur haine et leur rancœur envers l'Algérie continuent de distiller leur poison et de répandre des mensonges dans le but d'entraver la marche de la nouvelle Algérie, a affirmé la revue Al-Jaish dans son dernier numéro. Dans un déni total de la réalité, l'éditorialiste se trompe de discours et se trompe aussi de lecteur. Il est factuel que ces propos relèvent de la neuropsychiatrie. Les vrais ennemis de l'Algérie sont à chercher parmi le commandement militaire et les comparses de M. Tebboune. Ce sont eux les forces qui veulent du mal à notre pays. Ils violent tous les jours la loi organique au nom d'une légitimité qu'ils n'ont pas. Ils n'ont aucun projet ou vision pour le pays. Ils n'ont jamais rendu de compte. Pire encore, la guerre des clans au sein de cette institution militaire, avec plus de 30 généraux en prison et qui met en danger l'existence même de notre pays. C'est cette même mise du pouvoir politique qui a mis le pays à l'arrêt et par le 87 bis est en train de la mettre aux arrêts. Tebboune déclarait auparavant que le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, sauf certains Algériens. Le contraste des déclarations du pouvoir confirme l'inquiétude des Algériens face à un avenir incertain. Il est exprimé par un désespoir de toutes les franges de la société, poussant nos jeunes à quitter le pays, quoi qu'il en soit le prix, le phénomène de l'harga, et on l'a vu avec le jeune Ayman. Et pourtant, au début du Hirak, il a été constaté que ce phénomène a quasi disparu. L'espoir est né, un espoir qui a donné aux Algériens un sentiment de reprendre en main leur pays et de le mettre sur la bonne voie. Les Algériens considèrent que la situation de non-état de droit dans laquelle nous sommes demeure le principal facteur de blocage pour la mise en œuvre de politiques publiques qui servent l'intérêt général. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé samedi l'organisation de 12 vols pour le transport des supporters de la sélection nationale de football vers Douala pour supporter les Verts lors de la rencontre avec le Cameroun au stade de Japoma. Est-ce suite à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de prendre en charge, je le dis bien, de prendre en charge les supporters de l'équipe nationale? Tiens, comme l'histoire se répète, cela fait nous rappeler le match d'appui pour la qualification à la Coupe du Monde précédente qui a opposé l'Algérie à l'Égypte. Rappelons-nous des titres de journaux, des commentaires de part et d'autres qui ont failli provoquer un incident diplomatique avec l'Égypte. La démagogie de l'époque de Bouteflika est encore d'actualité par celui qui nous parle d'Al Jazair Al-Jadida. Que notre pays facilite le départ de nos supporters à Douala afin de supporter l'équipe nationale, quoi de plus normal? Le seul ministre de Saada, Belmadi, le mérite. Mais l'instrumentalisation qu'on a faite est insupportable. Comment ne pas faire le lien avec des milliers d'Algériens qui étaient bloqués à l'étranger à cause du Covid? Ils étaient abandonnés, livrés à eux-mêmes, des personnes âgées, malades et les Algériens qui ont perdu leur chair au pays. Rien n'a été fait pour les rapatrier, leur faciliter la tâche à rentrer au pays. Ils étaient tout simplement abandonnés. Allah ghalib. Profiter de la
de vie de nos jeunes supporters qui n'ont pour se sentir encore algériens que le football relève de l'indignité. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك اون ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال وطال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش. Algérie, le football au service du système. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hicham Aboud, journaliste qui sera avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Amin Mennadi, activiste politique. Il sera avec nous depuis le Canada. Monsieur Djamel Gessoum, président des Rassemblements des Algériens de France. Il sera avec nous depuis Paris. Et Azdin Toumi, analyste politique, il sera avec nous depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec Djamel Gessoum. Je pense qu'il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Djamel Gessoum, bonsoir. Bonsoir et merci encore une fois pour l'invitation. Merci Sid Djamel, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je ne vous ai peut-être pas entendu avant, je pense. Je vous ai remercié d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Sid Djamel. Et c'est moi qui vous remercie.
Jamal Ghessoum, si on revient un peu sur les sujets de notre émission pour ce soir, cet édito d'El Jaish, qui parle des partis connus pour leur haine et leur rancœur envers l'Algérie, continue de distiller leur poison et de répandre des mensonges dans le but d'entraver la marche de la nouvelle Algérie. Comment peut-on lire ces propos, Jamal Ghessoum? On dit, je pense qu'il y a toujours une part de réalité dans ce qui est dit. Moi, de ce point de vue et par rapport à votre question, je dis que oui, c'est effectif. Je veux dire qu'il y a des gens ici et là qui, pendant des années, nous bassinaient avec les généraux, les militaires, le pouvoir militaire. Et puis quand ils ont trouvé le moyen de toucher de l'argent, ils se sont... Jamal Ghessoum. Donc, voyez, ce que je veux dire, c'est que... Jamal Ghessoum, désolé de vous interrompre, juste parce qu'il y a un peu de bruit dans le background. Je ne sais pas si vous pouvez régler ça, si ça vient de votre côté ou de notre côté. C'est pas très clair. En tous les cas, on vous entend très bien, mais il y a du bruit dans le background. Allez-y, Jamal Ghessoum. Espérons que les choses... Alors, je vous disais que il y a une part de réalité dans ce que vous venez de dire. Et en l'occurrence en tout cas, ce que j'en pense, c'est que effectivement, pendant des années, il y avait des gens qui nous bassinaient, qui nous bassinaient avec les pouvoirs militaires, les généraux et tout ce qui s'ensuit. Mais quand ils ont trouvé le moyen de toucher de l'argent, ils se sont tus. Mais ensuite, quand il n'y avait plus ces généraux pour les payer, là, ils sont revenus sur leur activité première, qui était, entre parenthèses, une forme d'opposition que n'en était pas une. Donc, il y a effectivement une part de vérité dans ce que dit l'État algérien. Il y a effectivement des gens qui ne sont pas dans l'opposition, qui ne sont pas dans l'opposition politique et constructive, mais qui sont là à jouer sur des terrains à la demande de puissances étrangères. Et de ce point de vue, je rejoins en tout cas totalement ce que vous venez de dire et ce qui a été dit par l'État algérien. Très bien. Donc vous approuvez ce qui a été dit par l'édito Al Jaish. Bien sûr, ça c'est votre avis et on le respecte bien sûr. Et c'est aussi beaucoup d'Algériens qui se posent cette question. Jamal Ghessoum, l'édito Al Jaish parle de cette nouvelle Algérie, mais il ne parle pas de la situation que vivent les Algériens, la situation qui est très difficile. Aussi, on peut lire aussi que, en réaction de cette détermination déclarée de l'Algérie, de son président, à concrétiser les espoirs et les aspirations des citoyens en un avenir meilleur. Certains partis connus pour leur haine et leur rancœur envers notre pays continuent donc de distiller le poison. Est-ce que vous pensez que les Algériens n'arrivent pas à voir cet espoir dont parle la revue, l'édito Al Jaish, surtout Jamal Ghessoum? On a vu ce jeune Haraga qui est parti, qui était caché dans la soute d'un avion Air Algérie qui faisait la liaison entre Constantine et Paris. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que Jaish est un organe de presse du ministère de la Défense. Ce n'est pas effectivement un service social, c'est le ministère de la Défense, et il communique sur des enjeux qui le concernent, et en l'occurrence des enjeux de défense et de stratégie de défense. Il n'aborde effectivement pas le volet que vous évoquez, et c'est une réalité sur le fait social et les difficultés rencontrées par les Algériens. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous énoncez ce qui a été vécu par cet enfant, 16-17 ans, de Constantine à Paris. Alors, c'est toujours bien de jouer sur l'émotion, mais l'émotion ne remplace pas un fait social, un fait, et nous l'avons évoqué ensemble il y a quelques jours, et en l'occurrence de l'hyper mauvaise gouvernance des institutions algériennes qui arrivent à des catastrophes sociales telles que la situation de cet enfant que vous venez de décrire. Donc il faut bien séparer les deux choses. Il y a l'aspect communication des Jaish sur des gens qui, pour le compte d'autres pays, sont là, non pas dans l'opposition, mais sont là et ils sont payés pour, entendra celui qui voudra. Et puis il y a des faits sociaux absolument catastrophiques. Et là, je remets en question les choix stratégiques du président de la République dans tous les choix qu'il le fait, en nommant des incapables au sein d'institutions qui sont chargées justement de faire coussin par rapport à cette catastrophe sociale que vivent les Algériens. Très bien.
Voilà, Jamal Ghassoun, juste si vous pouvez régler donc ce petit problème avec le son dans le background. On arrive à entendre donc un écho. Si c'est possible de régler ça avec nos techniciens, restez avec nous. On a avec nous donc Monsieur Hicham Aboud qui est avec nous, journaliste depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar pour l'invitation. Je suis ravi de retrouver le public de Nara Libya. On est aussi ravis de vous avoir dans cette émission, c'est Hicham. Si on peut parler donc de la question d'aujourd'hui, cet édito de Al-Jaish, Hicham Aboud, que vous connaissez très bien, je pense, nous parle aussi tout le temps des complots, des partis connus pour leur haine et leur rancœur envers l'Algérie. Il continue donc de dire que ces partis continuent de distiller leur poison et de répandre des mensonges dans le but d'entraver la marche de la nouvelle Algérie. Quelle est votre lecture, Hicham Aboud, par rapport donc, à ce qui a été dit ou mentionné dans cet édito Al-Jaish? On est toujours dans l'optique de l'ennemi, Hicham Aboud. Écoutez, moi je connais très bien la revue Al-Jaish pour l'avoir dirigée alors que je n'avais que 24 ans. C'était en 78-79. Je l'avais pris en 79. J'ai dirigé pendant 6 ans. Les pratiques auxquelles j'avais mis un terme lorsque j'avais pris en main cette revue reviennent 40 ans plus tard, 35 ans plus tard. C'est incroyable. C'est-à-dire que lorsque j'avais pris la revue, je voyais activité du président de la République, activité du secrétaire général du ministère de la Défense, activité de... Et la moitié du magazine était consacrée à des activités dépassées dans le temps, puisque là, on nous parle de visite de Tebboune au Qatar, de Shangri-La, de je ne sais quoi, de combien de jours. Ils font du quotidien au mensuel. Ce que cela prouve que ces gens ne connaissent rien à la communication, ne connaissent rien à la presse. Et malheureusement, celui qui est aujourd'hui à la tête de ce journal qui est devenu un exécutant, puisque le journal est sous la direction du chef d'état-major de l'armée. Or, l'exécutant, qui est le général Rojati Reda, était sous mes ordres à l'époque et n'avait jamais écrit un mot. Je dis bien, il n'avait jamais écrit un mot. Il ne sait pas écrire, il n'a rien à voir avec le journalisme, il n'a rien à voir avec la communication. C'est un bon exécutant, d'ailleurs c'est le seul de notre promotion qui est resté à la revue de Al-Jaish pour exécuter les ordres d'hommes qui ne connaissent rien à la presse. Et voilà le résultat aujourd'hui. Maintenant, on fait toujours dans la culture de la langue de bois, une langue de bois surannée, dépassée, qui n'a plus de raison d'être. On continue à parler de complot lourd, on continue de parler d'ennemis fictifs, et on cultive la victimisation. L'Algérie aujourd'hui se met dans la peau d'une victime qui est traquée de partout, qui est visée de partout, qui a des ennemis tout autour, qui est jalousée, qui est enviée, alors que personne, je dis bien personne, ne calcule l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui est dirigée par une bande, permettez-moi le terme, ce n'est pas une insulte que je leur fais, mais je les qualifie en tant que telle, une bande de voyous. Et pourquoi je les qualifie de voyous? C'est parce que ce sont des gens qui ne respectent même pas les lois qu'ils pondent eux-mêmes. Ils pondent des lois qu'ils ne respectent pas. Celui qui ne respecte pas les lois est un voyou. Et c'est le cas des gouvernants algériens d'aujourd'hui. Et il n'y a pas un seul État qui les calcule. Il n'y a pas un seul État. Il n'y a pas un seul État ou une partie ou qui que ce soit qui complote contre l'Algérie. Normalement, une armée qui se respecte, elle ne fait pas dans la culture de la victimisation. Une armée qui se respecte, elle ne parle pas, elle agit. S'il y a des ennemis
qui mettent en péril l'Algérie, ben, il faut leur faire face. Il faut leur faire face. Il ne faut pas venir chialer chaque mois dans un éditorial pour dire nous sommes traqués, nous sommes victimes de complots, nous sommes ceci, cela. Non, l'Algérie n'a jamais été cet État victime, cet État qui pleure à tout bout de champ. L'Algérie, dans les années 70, je rappelle un discours de Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, Alassane Atlas, où il disait « Rien ne se fera dans cette région sans la volonté de l'Algérie. » Mesurez la qualité du discours, le poids du discours, la force du discours. Rien ne se fera dans cette région sans la volonté de l'Algérie. Et quelques phrases plus tard, il ajoute « Si jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas griffé, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de griffe. » Regardez le langage qu'on tenait autrefois et le langage d'aujourd'hui où on ne fait que chialer telle cette veuve éplorée qui se fait harceler de partout. Voilà qui c'est Hicham Aboud quand il parle donc des menaces. On a vu même Bengrina qui lui-même aussi a fait des déclarations qui dit que notre pays est menacé et qu'on doit faire très attention dans le contexte politique que traverse le monde. On va vous faire écouter les déclarations de Tebboune qui donc les a fait auparavant. On écoute ce qu'a déclaré Tebboune auparavant et je vous rends la parole Hicham Aboud. حتى التلفزيونات الغربيه راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على التجربه تاع فلاح، تكلموا التجربه هذه، تكلموا ما كانش الا راه فلان دخلوه الحبس، فلان ضربوه، فلان هذه فلان هذه. بينما الدول الاخرى شعب مقهور جايع ما تكلموش عليه خلاص. حنا في خطه لتركيع الجزائر اما حتى Hicham Aboud, Tebboune est en train de dire qu'il y a un plan في خطة لتركيع الجزائر. C'est très clair. Je préfère ne pas commenter les paroles d'un homme qui n'a jamais rêvé d'être là où il se trouve aujourd'hui. Si Belmehidi savait que l'Algérie serait dirigée par une tête à claque comme Tebboune, je ne pense pas qu'il se serait sacrifié pour la libération. Ce Tebboune ne mérite même pas qu'on commence ce qu'il vient de dire parce qu'il a ramené l'Algérie à un niveau des plus bas où il commence à se plaindre et à chialer, à demander à ce qu'on parle de l'Algérie en ceci, en cela. Non, écoutez, je préfère commenter autre chose que les paroles d'un homme qui ne croit même pas en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, et qui a du mal à croire qu'il est à la tête de l'État algérien, s'il reste un État, parce qu'il n'y a plus d'État en Algérie. Aujourd'hui, nous avons un pays gouverné par une bande de voyous et un peuple qui est soumis à une politique despotique, à une dictature où le principe c'est marche ou crève. Voilà. Et qui c'est qui gouverne ce pays quand vous parlez de bande, Hicham Aboud? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est l'état-major? Est-ce que c'est le commandement militaire? Parce qu'on peut lire aussi dans l'édito d'El Jaish qui parle dans ce contexte que le chef d'état-major de l'AMP, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, avait affirmé en s'adressant au président de la République Abdelmadjid Tebboune que l'AMP veillera sous sa direction visionnaire à accompagner ses efforts déterminés à travers d'une part la poursuite du développement des industries militaires et la contribution à la préservation du tissu industriel national et d'autre part à ce que l'ensemble des conditions de la sécurité et la stabilité soient réunies et à préserver le climat de quiétude à travers tout le pays afin de réaliser la relance économique souhaitée. Quand on voit un édito d'El Jaish qui parle de l'économie, de l'industrie, on se pose la question, est-ce que c'est cette armée qui est aux commandes du pays? Ce n'est pas l'armée qui est aux commandes du pays, c'est
tu as une bande de personnes, de généraux, aussi lâches les uns que les autres, des généraux qui fonctionnent comme des soldats et qui portent des galons de généraux, des galons gagnés dans les salons ou dans les casernes où on torturait les Algériens, où on tuait les Algériens. Voilà où ils ont gagné leurs galons. Ils n'ont pas fait de guerre, ces généraux. Alors, maintenant, une petite ski. Je dis, c'est un commandement militaire, je dis bien, composé de kleptomanes et de voyous. Pour preuve, nous avons plus de 40 généraux en prison. Pas plus tard que jeudi dernier, des généraux-majors et des généraux et des colonels ont été condamnés à des peines de prison pour détournement, pour corruption. Voilà ce qu'on a comme... Quand vous avez un ancien patron de la sécurité intérieure qui est accusé de vol, qui est accusé de corruption, vous avez un ancien sous-directeur de la sécurité. De toute façon, vous avez toute une panoplie de généraux qui ont occupé les plus hautes fonctions dans l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense, l'ex-patron de la sécurité intérieure, l'ex-patron qui était patron des services secrets. Tout ce beau monde-là, vous avez plus de 40 généraux, généraux-majors et plus de 50 de colonels, tous des voleurs. Pourquoi vous pensez que Droupi, le Chenguelia n'est pas un voleur? Vous pensez que Tebou n'est pas un voleur? Vous savez, l'Algérie est passée du plus grand voleur du siècle, qui était Bouteflika. Bouteflika a volé des milliards de dollars au temps où il était ministre des Affaires étrangères. Il n'avait pas besoin de voler. Au temps où en Algérie, aucun ministre, aucun dignitaire du régime ne pensait voler ne serait-ce qu'un crayon. Bouteflika avait osé voler. Il avait volé des milliards. C'est pour ça que je l'appelle le plus grand voleur du siècle. Donc, l'Algérie est passée des mains de ce grand voleur aux mains d'un voleur de poules. Aux mains d'un voleur de poules. C'est un voleur de poules. Il a volé 26 000 € pour, dit-il, aller se soigner. Parce qu'il bénéficiait d'une carte Gold chez Khalifa Bank, alors qu'il n'avait pas de compte chez Khalifa Bank. Et le bonhomme, donc, il s'était sucré parce qu'il était ministre de l'Habitat. Il avait donné ordre aux OPGI, aux offices publics de la gestion immobilière, de mettre leur argent chez Khalifa, et ainsi Khalifa lui a donné une carte Gold. Il n'y a pas plus pourri qu'un homme pareil. Il n'y a pas plus pourri que cela. Alors, donc, voilà qui gouverne aujourd'hui l'Algérie. Des voleurs, des généraux lâches qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas dire c'est nous commandants. C'est nous qui donnons des ordres à Tebboune. Et ce Tebboune qu'on a vu ramper à quatre pattes devant le Cheikh Nazaouia d'Adrar sous les ordres de Bouteflika est aujourd'hui aux commandes d'un pays qui s'appelle l'Algérie, mais il ne commande pas. Il ne fait qu'exécuter ce que lui disent ses maîtres. Très bien, très bien. ابقى معنا سي هشام ابقى معنا. Juste, on aimerait bien ne pas personnaliser سي هشام. Je sais que je peux vous comprendre dans votre chaîne, mais juste pour ne pas rentrer dans la personnalisation. Il est à la tête de l'État et à la tête de l'Algérie. Et c'est lui le pseudo-président de la République. C'est juste quand vous dites pourri, c'est que nous, en tant que chaîne, on peut avoir des répercussions, vous le savez très bien. Ils sont pourris, ils ont cherché à m'assassiner, et pas plus tard qu'avant-hier. On va revenir sur cette question qui est très importante. Et Chamabou, c'est une question... de malfaiteurs terroristes, c'est la brigade, c'est la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire française qui les a qualifiés ainsi. Et aussi la police fédérale belge, la division antiterroriste. Donc ce sont des
Mais je voulais vous poser la question sur ça, mais restez avec nous. On va écouter donc l'avis de Djemal Guessoum par rapport à ça. Vous avez entendu donc le constat de Hicham Aboud, Djemal Guessoum. Et beaucoup d'Algériens, je pense, partagent ce constat de la réalité que vivent les Algériens face à des crises qui touchent presque tous les secteurs. On est en train de constater que la situation régresse à tous les niveaux. Djemal Guessoum. Si on revient juste sur un fait, ces derniers jours, on a vu donc le ministère de la Justice, le compte Twitter du ministère de la Justice qui a été piraté. La question qui se pose, bien sûr, comment ça s'est passé alors que on a mis des moyens extraordinaires pour faire face donc à ce cyber-attaque, si on peut les appeler comme ça. Et la question aussi qui s'impose de l'autre côté, c'est que chaque Algérien qui fait un post sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui est contre le régime ou qui critique un peu la politique du régime ou dénonce les pratiques du régime, tout de suite, il est arrêté. Tout de suite, on met tous les moyens pour arrêter ces jeunes-là. Et on parle d'aujourd'hui d'une situation de près de 300 jeunes Algériens qui sont en prison, des chefs de parti, des femmes, des avocats. Djemal Guessoum. Il y a 4 déclinaisons. Tout d'abord, je souhaiterais dire qu'il y en a beaucoup, j'imagine bien, et je l'entends bien, qui regrettent le Hirak du 22 février 2019 et qui regrettent aussi les généraux qui sont aujourd'hui en prison parce que c'était bien utile à ce moment-là. Ensuite, sur la question du compte Twitter, la NASA a été piratée. Pourquoi pas le ministère de la Justice? Quel est le problème? Les informaticiens, ce n'est pas un pouvoir divin. Quel est le souci? Il n'y a pas de problème. Ensuite, sur la question de l'armée qui ne serait pas respectée, l'Assemblée nationale française, en son cœur, a déclaré, il y a de cela à peu près 15 jours, je retrouverai l'article, qui disait que l'armée algérienne était en mesure de bloquer la Méditerranée. Si ça, ce n'est pas une armée à respecter, j'aimerais bien que l'on nous dise ce que c'est. Ensuite, très rapidement, pour faire un peu la parabole de Djemal Belmadi qui, dans une conférence de presse avec un journaliste qui parlait de frustration, il avait rétorqué quelque chose qui était assez marrant et je viens d'entendre de votre invité. Monsieur Tebboune ne croit pas ce qu'il dit. Djemal Belmadi disait « Msahtek le psychologue ». Donc vous savez ce qu'il y a dans la tête des gens. Ensuite, sur la question des détenus d'opinion, etc., etc. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Nous avions échangé sur ce sujet il y a à peu près un mois, je crois, c'est ça, où je disais que je n'ai pas les dossiers. Les avocats disent, mais moi, je n'ai pas d'éléments factuels. Moi, je suis un pragmatique, je suis né en France. Et donc, j'ai tout le recul nécessaire pour dire que je ne dis pas... Il est impossible que dans un pays au monde, il n'y ait pas de détenus d'opinion, à plus forte raison, et à fortiori en Algérie. Quant à la somme que vous indiquez, 300, 400, ce ne sont pas des choses que je peux affirmer. Je peux affirmer que l'Algérie n'est pas une très grande démocratie, ça c'est une évidence, mais je dirais simplement que, effectivement, pour revenir à votre question principale, et en l'occurrence celle de la déclaration de la revue du ministère de la Défense, je dis que oui, effectivement, moi qui suis né en France, je suis peiné de voir des Algériens qui se retournent contre leur propre pays quand ils n'ont pas d'argent à prendre, parce que l'argent, ça fait taire, et je constate objectivement que les gens parlent et se taisent quand l'argent coule à flot. Entendra celui qui voudra entendre. Et donc, de ce point de vue, je dirais simplement que nous sommes très loin de la démocratie en Algérie. Ça veut dire, Djemal Guessoum, que tous ceux qui critiquent la situation de notre pays, pour vous, c'est entre guillemets, c'est des mercenaires, des gens qui sont payés. Absolument pas, non. Et d'ailleurs, nous en avions discuté, sinon ça il y a 2-3 jours, où je disais que je ne suis pas binaire. En l'occurrence, je ne suis pas une personne, je suis une personne normalement, mais puisqu'on a un psychologue présent sur le plateau, peut-être qu'il va m'éclairer. Mais je ne suis pas binaire, c'est-à-dire que j'observe des choses négatives et j'observe des choses positives et j'en fais une analyse objective. Beaucoup de gens, Rachid Nekaz, que je connais bien, j'ai dit, je n'ai pas été binaire en disant que sur tel point, je pense qu'il a tout à fait raison et sur tel point, il a tort. On va revenir sur les choses positives, Djemal Guessoum, parce que peut-être que votre vision des choses ou votre optique est totalement différente de la vision des Algériens
qui voient leur pays est en train de dégrader, de se dégrader à tous les niveaux. Comment peut-on expliquer, Jamal Ghassoum, comment peut-on expliquer le départ, la hargade d'un jeune enfant de 16 ans, une première dans l'histoire de notre pays, caché dans une soute, dans un avion, qui faisait la liaison entre Constantine et Paris-Charles de Gaulle. L'enfant est arrivé là, les agents de sécurité ou les agents portuaires qui étaient là, ils étaient choqués. Quelle image pour notre pays, Jamal Ghassoum. Je comprends ce que vous dites. Moi, je m'occupe de l'enfance et de la jeunesse depuis 32 ans. Je ne peux pas ne pas être touché par cela. Je dis simplement qu'il y a une vision effectivement des Algériens qui vivent en Algérie, des faits sociaux. Et moi, ça fait 32 ans que je l'analyse. Je suis chercheur en sciences sociales, donc je sais de quoi je parle. Je dis simplement que, et vous l'aviez d'ailleurs évoqué dans votre introduction, sur le traitement inhumain de l'État algérien. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Inhumain sur des gens qui devaient enterrer leurs parents de France. Et j'ai été par ailleurs, j'ai été le seul Algérien au monde à avoir fait rapatrier 205 personnes dans la situation que vous avez décrite. Donc j'ai bien conscience des carences et de la malfaçon, de l'incompétence. Est-ce qu'on peut parler de carence ou de l'incompétence, la médiocrité, la continuité à gérer l'Algérie avec les mêmes pratiques, le même système? Nasser, je viens de dire carence, malfaçon, incompétence. C'est un triptyque qui regroupe l'ensemble des choses et de la mauvaise foi de beaucoup d'institutions. Je vais au-delà. Donc je ne suis pas en train de dresser un tableau blanc de l'État algérien. Bien au contraire, la plupart, je le dis de la manière la plus claire, sont tout à fait incapables. Je dis simplement que le président de la République, lorsque vous avez passé cette vidéo, il n'a pas si tort que cela. J'étais le seul d'ailleurs Algérien à défendre la position qu'il fallait aller de l'avant, que ce soit sur France 24, RT, France Info TV. Et je dis simplement que je n'ai pas une position binaire. J'utilise... Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Je vais revenir à Hicham Aboud. Mais avant de vous donner la parole, c'est Hicham. On va essayer d'écouter le chef d'état-major, Saïd Chingriha, qui avait parlé donc que l'Algérie a mis à disposition et tous les moyens pour faire face donc à ces cyberattaques. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. Hicham Aboud. وأود بهذه المناسبة التأكيد على أن رفع القدرات القتالية للجيش الوطني الشعبي هو انشغال دائم للقيادة العليا التي تعمل بإصرار شديد تماشيا وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على عصرنة كافة مكونات قوتنا المسلحة وترقية مهنيتها واحترافيتها لا سيما في هذا المجال الحساس مجال الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية إلى جانب اكتساب التحكم الفعال في التكنولوجيات الجديدة والتطلع نحو استكمال بناء قاعدة صناعية متينة وصلبة في مجال التكفل بالاتصالات بكافة أنواعها. Hicham Aboud, maîtrise totale des technologies modernes, est en train de dire le chef d'état-major, alors qu'on a connu ces 2 derniers jours le piratage du site Twitter, donc Twitter du ministère de la Justice. Comment peut-on expliquer ça avec les déclarations et le contraste entre les déclarations de Saïd Chingriha et surtout la force de frappe qu'on est, donc l'Algérie? Hicham Aboud. Vous savez, entre le discours de Chingriha ou de Tebboune, de n'importe quel ministre, quel dignitaires de cette bande qui gouverne l'Algérie, entre leur discours et la réalité, il y a c'est entre ciel et terre. Il y a une différence entre ciel et terre. Ces gens sont complètement déconnectés, ils vivent ailleurs, ils vivent sur une autre planète. Et puis,
le fait de parler tout le temps des moyens, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, etc., ça démontre que ce régime a la phobie des réseaux sociaux. Après avoir verrouillé le champ médiatique, après avoir corrompu et dompté tous les médias qui agissent sur le territoire national, qu'ils soient étrangers ou algériens, maintenant, ils peuvent verrouiller les réseaux sociaux. Où avez-vous vu une armée qui rémunère des officiers, grade de lieutenant, capitaine, sous-lieutenant et des sous-officiers, elle les rémunère pour ouvrir des pages Facebook et attaquer toute voix discordante avec le régime, toute critique contre le régime en place, et on appelle ça l'armée des mouches électroniques. C'est incroyable. Aucun pays dans le monde ne parle de guerre électronique. Ils sont les seuls à parler de guerre électronique, les seuls à parler de guerre des réseaux sociaux, parce qu'ils ne veulent pas être critiqués. Et puis la critique s'impose d'elle-même. Ces gens ne doivent pas faire l'objet de critiques, ils doivent faire l'objet de, c'est pas moi, d'une véritable guerre qui les chasse, qui les met dehors, pour qu'ils dégagent, comme l'ont si bien dit les dizaines de millions d'Algériens qui sont sortis pour 2 ans, les appeler à dégager. Ils ne veulent pas dégager, ils se maintiennent par la répression, ils se maintiennent par la force, ils se maintiennent par la corruption et par le mensonge. Voilà. Et quand il dit, Jamal Gessoum, que la situation en Algérie, on ne peut pas parler d'une situation noire ou blanche, il y a des, ce qu'on peut dire, des choses qui sont positives. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette optique, Hicham Aboud, ou bien au contraire, on est en train de voir un recul à tous les niveaux, surtout quand on a vu l'image de cet enfant qui était choquante pour tous les Algériens, l'enfant donc âgé de 16 ans, Ayman. Hicham Aboud. Écoutez, si vous avez un seul point positif en Algérie, montrez-le-moi. Et celui qui voit qu'en Algérie, ça va, c'est pas mal, eh bien, je l'invite à aller y vivre. Pourquoi ne vit-on pas là-bas? Ces gens qui sont émerveillés par ce qui se passe en Algérie, ou même qui voient moitié bien, moitié... Si à moitié bien, eh bien, il faut y aller, il faut vivre là-bas. Pourquoi vivre ici? Je me demande pourquoi vivre en Europe, vivre en exil. Moi, je suis contraint à l'exil. Moi, je suis forcé à l'exil. Moi, j'ai été exilé après avoir subi 4 condamnations à des peines de prison. Puis, ces 4 peines ont été multipliées par 2. Et malgré ça, je suis rentré en 2011. Je les ai bravés, je les ai déviés, j'ai créé 2 journaux. On me les a suspendus. Je suis de nouveau en dehors de ce pays. Ils m'ont encore contraint à l'exil. Je récolte 11 mandats d'arrêt internationaux, mais cela ne m'empêche pas de voyager comme je veux parce que Interpol n'accorde aucun crédit au mandat Interpol émis par le pouvoir d'Alger. Et puis cet État qui établit une liste de terroristes du temps des années 90 où le terrorisme était vraiment battu son plein, on n'a jamais vu le nom d'un terroriste figurer sur le journal officiel. Sur le journal officiel, on ne met pas des terroristes, on met des désignations de ministres, de directeurs centraux, de responsables, mais pas une liste de terroristes. Ils croient qu'avec ça, ils vont convaincre le monde que des gens intellectuels, des gens politiques, des gens qui n'ont rien de terroriste veulent les convaincre qu'ils sont terroristes, alors eux-mêmes n'en sont même pas convaincus. Alors celui qui voit un État, plus d'État, pas d'État, un pays, qui voit un pays où on colle l'étiquette de terroriste à qui on veut, où on met en prison un directeur d'une agence de presse officielle parce qu'il a liké une caricature, on le met en prison. On met en prison un jeune qui exprime une opinion sur Facebook. Si cela va bien, moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a de positif dans ce pays. J'irai à la nage
rejoindre ce pays et vivre dans ce pays. Moi, je n'ai pas de nationalité. Moi, je suis un Algérien sans. L'essentiel, c'est de ne pas aller dans une soute cachée, Hicham Aboud. Oui. Un jeune, un adolescent de 16 ans qui va dans une soute cachée, ce jeune a survolé le mur d'Oran. Aujourd'hui, on dresse un mur pour, soi-disant, empêcher les gens de s'enfuir. On n'empêche pas les gens de s'enfuir en érigeant des murs face à la mer, en fermant l'horizon aux Algériens. Ils leur ont fermé l'horizon politiquement, économiquement. Aujourd'hui, ils veulent même le fermer physiquement en érigeant un mur face à la mer. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Ça, c'est très positif. J'aimerais bien y aller, parce que c'est positif. Restez avec nous, Hicham Aboud. Jamal Ghassoum, avant de vous donner la parole, on va faire jouer donc une petite vidéo. C'était les déclarations de Tebboune. Aussi, il a parlé de cette guerre qui est menée contre l'Algérie, cette guerre électronique, si on peut l'appeler ainsi. On l'écoute, Abdelmadjid Tebboune, et je reviens à vous très rapidement, Jamal Ghassoum. الاشاعات لي فيك نيوز اليوم الدوله عندها اجهزه نتاعها اللي تخليها تعرف هذا الفيديو ندار هنا ولا ندار عند جيراننا وفات هنا 77 97 90 سيت جايين من الجيران حاشا تونس جيران اخرين المضاربة وصلنا نهار اللي دخلوا لنا في هذه معروفة يعني الناس المسيسين سي صلاح ولا الجماعة معارفين تجارب على مستوى كيفاه تزعزع استقرار وطن سي لي بينوري سي لي فيك نيوز الدعايات تخرج الناس للشارع هذه واحد ما يتحكم في هذه. Jamal Ghassoum, à ce point, on est fragile, on est vraiment... même les pénuries, c'est la faute de l'ennemi, de l'étranger, la faute de l'ennemi invisible. Vraiment, les Algériens se posent cette question qui est primordiale, je pense. Est-ce qu'on peut faire confiance donc, à ces personnes qui sont les gouvernés par rapport à cette question de sécurité, Jamal Ghassoum? Tout d'abord, c'est moi, le président Tebboune n'a pas parlé de pénurie. Déjà, il n'a pas parlé de ça, il a parlé d'éléments, de mouches électroniques, etc. Mais permettez-moi de vous dire que, vous savez, avant de savoir si l'Algérie était visée ou pas, j'ai entrepris moi-même de voyager à travers le Moyen-Orient pour rencontrer des plus hauts responsables, que ce soit particulièrement en Syrie et au Liban, pour comprendre bien l'architecture, je dirais. J'avais été reçu par l'ex-général de la garde républicaine, Moustapha Hamdan, à Beyrouth. Et donc, ce que je peux en dire par rapport à ça, mis à part les fake news, c'est vrai, les fake news, il y a des deux côtés, que ce soit du côté État ou même du côté des mouches électroniques. Donc, l'Algérie, elle est effectivement visée parce que c'est la porte de l'Afrique, parce qu'il y a énormément d'enjeux, il y a les pays subsahariens en bas qui regorgent de pétrole. Donc l'Algérie, elle était déjà visée. D'ailleurs, dans le printemps arabe, ce fameux printemps arabe, ça a commencé en Tunisie, Libye, Égypte, vous voyez, ça se suit les pays. Ça a été au Yémen, en Syrie, mais après la Syrie, ça devait être l'Algérie. Et donc, s'il y a quelque chose de bien qui a été fait par l'État algérien, en tout cas, le peuple algérien a été assez mature pour ne pas rentrer dans cette fourberie qu'était le printemps arabe. Sur votre question précisément, mais bien sûr qu'il y a, et moi je le constate de manière objective sur les réseaux sociaux, d'innombrables comptes Facebook et de médias du Makhzen qui s'attaquent à l'Algérie. On ne voit cela que du matin au soir. On a même des gens, puisque nous avons un psychologue, une dame qui, pendant la CAN, était devenue malade que l'Algérie gagne. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, on peut le constater de manière objective, qu'il y a des médias marocains, je ne parle pas du peuple, Makhzen, qui sont payés pour faire de la contre, en tout cas
mettre en place des fake news concernant l'Algérie. Cela, que l'on soit pour l'État ou contre l'État, il faut savoir être objectif pour le voir et le reconnaître. Mais je reviens quand même, permettez-moi, parce qu'on atteint un niveau assez bas. Mais la question, vous posez une question, vous dites qu'on soit avec l'État ou contre l'État. Je ne pense pas que les Algériens, ils sont contre l'État. On est en train de parler d'un système de gouvernance qui... Non, la gouvernance, elle est catastrophique. Le président de la République, je le dis et je le répète, il est responsable de toutes les personnes qu'il nomme et la plupart, 90% sont des incompétents. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Je ne peux pas être plus clair que ça. Sur cette question-là, c'est pour moi une évidence. Je dis simplement, à côté de cela, il y a évidemment, comme on dit en arabe, moi je suis né en France et j'ai toujours vécu en France, jamais en Algérie, mais Al-Jazair Moustahdifa. Ça, on ne va pas me la faire à l'envers. Mais pourquoi, d'après vous, Jamal Ghassoum, quand l'Algérie a des relations privilégiées avec les États-Unis, avec la Russie, Moustahdafa par qui? Quand on voit ce qui se passe au sein même de l'état-major, on y compte, je pense que Hicham Aboud a parlé de ça, dans son constat de la situation, de plus de 30 généraux qui sont en prison. Moustahdafa par qui? Par les gens qui sont au pouvoir. Alors ça s'appelle sinon, là encore, je l'ai évoqué il y a 2-3 jours avec vous, cela s'appelle une injonction paradoxale. Et donc, en l'occurrence, on dit que tout un État est illégitime, mais quand il met des généraux en prison pour corruption, on dit, voyez, il y a des gens en prison. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ou alors, on a un État, dans ces cas-là, qui lutte contre la corruption et qui met en prison, s'il le faut, des généraux. Mais on sait très bien, Jamal Ghassoum, que ces gens-là ont été mis en prison parce qu'il y a ce qu'on appelle la lutte des clans, et les Algériens le savent très bien. Ce n'est pas une question de corruption, parce que ces Algériens même, ces généraux même étaient des héros au temps de Gaïd Saleh. Non, mais en dernier lieu, c'était des héros. C'est-à-dire qu'il y avait le général Belirksir qui s'est sauvé comme un malpropre. Il y a, je ne me souviens plus des noms, hein, le sous-fifre de Gaïd Saleh, rahimahullah, qui est en prison et qui va le rester longtemps, j'espère. Il y a son collègue aussi des renseignements, je crois intérieur ou extérieur, Kamel Kanish, etc., qui sont en prison. Donc, quand ils sont en prison parce qu'ils ont volé de l'argent, on est ému. Mais en même temps, on dit que l'État met des gens en prison. S'ils ont versé dans la corruption, il faut les mettre en prison. Mais dans ces cas-là, on est ému. Mais je comprends l'émotion. Vous savez, je vais vous dire, Sina, ça. Il y a ce que l'on appelle une émotion sélective, partielle et partiale. Celle qui nous arrange quand très bien. Nous payer des gens. Très bien. Ma'alish Jamal Ghassoum, je ne pense pas que c'est de l'émotion. C'est ce qui se passe en Algérie. Je ne pense pas que c'est de l'émotion. Je vais laisser rebondir très rapidement Hicham Aboud avant d'entamer le deuxième sujet dans notre émission. Si vous voulez rebondir très rapidement, c'est Hicham par rapport à ce que vous avez entendu. Écoutez, d'abord, il n'y a pas une lutte contre la corruption en Algérie. Les gens qui sont en prison sont des victimes d'un règlement de compte entre voleurs, entre eux, entre kleptomanes. Ils ont tous volé. Alors, je vais vous donner un exemple tout clair. Le général Nzar, qui a volé 2 millions de francs suisses, révélé tout récemment par 47 médias internationaux. C'est pas par les Marocains, hein, c'est par des médias internationaux. Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? On a même interdit à la presse algérienne d'en parler. On ne l'a pas mis en prison. Le général Khaled Nzar, j'ai publié les documents qui montrent comment il a monté des sociétés écrans pour faire fuir les capitaux algériens de Monaco, comment qu'il a acquis des biens en Espagne, et on ne lui a rien fait. Le général Nzar faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour blanchiment d'argent, pour fraude fiscale, pour plein de délits économiques. Il est rentré dans un avion présidentiel. Son fils a été pris en flagrant délit d'évasion de fuite de capitaux. Il a été condamné, lui et son épouse, à 6 ans de prison. Et on efface l'ardoise. Cela prouve bien qu'il y a une histoire de règlement et non pas une lutte contre la corruption. Maintenant, quand on a 2 ex-premiers ministres, 2 ex-chefs de parti, 3 chefs de parti
majoritaire, tout un gouvernement, des directeurs, des ceci, des généraux en prison pour vol. C'est pas, on ne dit pas pourquoi ils sont en prison. Non, c'est bien, mais il faut que leurs camarades les rejoignent. Il faut qu'ils les rejoignent. Quand vous avez à la tête de l'armée un criminel, un homme qui a tué sans froid un citoyen à minuit à Palestro, à l'Akhdaria, d'une balle dans la tête, et ce témoignage a été rapporté par Habib Souaidia dans son livre « À sa guerre ». Il l'a écrit au temps où ce Chengri était un ministre inconnu et il n'avait jamais réagi parce que c'est vrai. Quand vous avez à la tête des structures de sécurité qui tuaient entre 10 et 20 personnes par jour, moyennant 25 millions de centimes par tête de pile, et il est aujourd'hui à la tête du CPO de Antar, vous avez le directeur du renseignement et de l'analyse, de la recherche et de l'analyse, Boulahia Oublaïd, Hussein Boulahia, qui tuait également les gens pour 25 millions par tête de pipe quand il les tuait dans la rue, et quand il est tué dans la caserne, il percevait 15 millions. Ce sont 2 milliardaires. Vous appelez ça un État, vous me dites qu'ils sont victimes d'un complot ourdi, et puis vous avez... C'est Hicham, ça c'était... C'est moi, là, ça va. Termine. Il semble qu'il n'a même pas le courage de citer le nom du pays qu'il met en cause, le Maroc. Dit les voisins, mais pas la Tunisie. Alors, c'est les Maliens, c'est les Mauritaniens, c'est les Nigériens. Mais c'est grave. Il n'a même pas le courage de citer. Autrefois, Boumedine, Rahmon, quand il parlait de Hassan Thani, il le citait et il disait tout ce qu'il voulait de lui. Quand l'Algérie avait des moustaches, et non pas l'Algérie qui a une tête à claque à sa tête, quand l'Algérie avait des moustaches, il y avait une compagnie de l'armée algérienne qui s'était infiltrée dans le Sahara occidental pour ramener des réfugiés sahraouis. Ils ont été encerclés par l'armée marocaine. Ils ont tué ce qu'ils ont tué et ils ont pris le reste comme prisonniers. C'était 110, 105 prisonniers. Est-ce que l'Algérie avait pleuré? Est-ce que l'Algérie avait été incommuniquée pour dire voilà, on nous a tués? Pas un mot. 15 jours plus tard, c'est le roi Hassan II qui écrit à Boumediene pour lui dire un commando de votre armée a décimé un bataillon de l'armée marocaine. Déclarez-moi la guerre loyalement. Que répond Boumediene? Il dit on ne parle pas de la guerre comme on parle d'un match de football. Très bien. Nous savons ce que c'est qu'une guerre. Et il botte en touche. Est-ce que l'Algérie pleurait? Est-ce qu'elle chialait? Est-ce que ce pays du Maroc? Jamais! Parce que l'Algérie était un État fort et avait à sa tête des hommes forts, des hommes d'État. Elle n'avait pas à sa tête un homme qui rampait à 4 pattes devant un chef de sauvegarde. Elle n'avait pas à sa tête à la tête de son armée un chef d'état-major criminel, tueur. Elle n'avait pas à sa tête un ancien ministre de la Défense nationale poursuivi pour crimes contre l'humanité. Parce qu'on doit entamer le deuxième sujet de cette émission. Juste pour votre information, et si vous voulez très rapidement avoir un petit commentaire, donc on vient de me ramener une information. Tabo n'aurait pas dû être jugé d'emblée par ses propos, a déclaré Human Rights Watch. Le droit international des droits humains garantit le droit à la critique pacifique, à la légitimité des dirigeants et des institutions, y compris l'armée. Les États ne sont autorisés à sanctionner les discours que dans des circonstances étroitement définies, telles que l'incitation directe à la violence, a déclaré donc Eric Goldstein, directeur du Moyen-Orient et Afrique du Nord par intérim à Human Rights Watch. Jamel Ghessoum, un petit mot par rapport à ça. C'est juste pour dire que la situation en Algérie est de plus en plus difficile, et surtout la question des droits de l'homme. Jamel Ghessoum, parce qu'on doit entamer aussi le deuxième sujet dans notre émission. Rapidement. Oui, alors, sur la question des droits de l'homme, et précisément sur ce que vous venez d'évoquer, en l'occurrence sur Karim Tabou, que je connais à titre personnel et qui est une personne sensée, qui est un opposant.
En tout cas, de mon point de vue, je le soutiens de la manière la plus claire qui soit, n'en plaise ou n'en déplaise à qui que ce soit. C'est un opposant respectable qui dit ses opinions et qui, de mon point de vue, n'a jamais appelé à une émeute ou de je ne sais quoi. Donc sur cette question-là, il est pour moi, s'il était jugé pour ces faits-là, je le dis par avance, même si je ne devrais pas me prononcer à la place de la justice, je dis de la manière la plus claire qui soit, et c'est un message aussi que j'adresse à l'État algérien, Monsieur Tabou n'est pas un terroriste, c'est un opposant et qui est respectueux des lois, il faut le respecter. Yatik Saha Si Jamal. Merci aussi pour d'avoir été bref dans votre réponse parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On doit entamer donc cette nouvelle et le deuxième sujet. Donc 12 vols pour le transport des supporters des Verts vers Douala. Donc le match de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde. On nous dit que le Abdelmajid Tebboune donc a ordonné de prendre en charge les supporters de l'équipe nationale. Bien sûr, beaucoup d'Algériens vont s'en réjouir par rapport à Jamal Belmadi, à l'équipe nationale, mais beaucoup de questions aussi à répondre, surtout pourquoi mettre tous ces moyens alors qu'on a vu des Algériens qui étaient bloqués quand il y avait donc le Covid-19, bloqués à l'étranger, des milliers d'Algériens et qui n'ont pas pu avoir ce privilège donc de mettre des moyens, des avions pour rejoindre le pays. Azdine Toumi nous a rejoint, je pense qu'il est avec nous, analyste politique, il est avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher Aminassa, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Azdine Toumi, comment peut-on lire cette nouvelle? Bien sûr, on dit, l'APS nous annonce, donc Abdelmajid Tebboune a ordonné de prendre en charge les supporters de l'équipe nationale. 12 avions qui sont prévus donc, pour transporter les supporters des Verts vers Douala. D'abord, pas uniquement par rapport à la diaspora qui ne trouvait pas le moyen de rentrer au pays. Il y a des membres de la diaspora qui ont perdu les membres de leur famille, etc., et qui n'ont pas pu venir pendant presque 3 ans maintenant. Mais cette information est tombée presque 24 heures, moins de 48 heures après l'annonce, entre guillemets, de l'augmentation de la fréquence des vols par 108 vols internationaux par semaine, qui a été annoncée par le ministère des Transports, puis supprimée, puis le ministre a été démis de ses fonctions, puis le programme a été retiré sur le site d'Air Algérie, etc. On a eu un cafouillage extraordinaire pour permettre, parce qu'il y a un volet social d'abord dans cette ouverture des vols et des frontières, et puis volet économique. Il y a beaucoup de familles qui vivent à partir des aides de leurs membres de famille, qui font des va-et-vient entre les pays où ils travaillent, où ils vivent, en Europe ou ailleurs, et l'Algérie. Donc, un cafouillage extraordinaire. Et quand il s'agit et on n'a rien contre que l'équipe nationale gagne, aille loin dans les compétitions parce que à la base, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est ce qui fait la fierté aujourd'hui de la jeunesse. Mais il ne faut pas que la réussite dans le football cache tous les échecs qui sont dans les autres domaines et tout le monde connaît cette situation, cette réalité amère. Aujourd'hui, je veux rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur votre plateau. Aujourd'hui, il y a des défis et les défis, ils concernent tous les pays du monde. Aujourd'hui, cette crise qui est qui est venue après la crise sanitaire, déjà la crise sanitaire avait mis les pays du monde entier devant des défis et devant des enjeux extraordinaires qui les a obligés à prendre des décisions stratégiques, à réfléchir et à faire appel à leur intelligence. Aujourd'hui, le plus grand défi
de souveraineté des pays. Il ne concerne pas que l'Algérie, mais nous voyons, prenons comme exemple la guerre en Ukraine aujourd'hui, est-ce que devant ces défis, avoir une grande armée, avoir une armée solide suffit? Il faut avoir un pouvoir politique légitime et solide aussi. Mais quand vous avez un pouvoir politique fragilisé d'abord par le manque de crédibilité. Quand on voit cet exemple des vols, puis la suppression, puis etc., les gens, et c'est en relation directe avec le comportement des citoyens, parce que certains peut-être, quand même, ils trouvent le moyen de responsabiliser le citoyen quand il s'achète 2 bidons d'huile pour les garder chez lui, quand il s'achète 2 sacs de semoule pour cacher, c'est-à-dire les mettre chez lui, et parce qu'il y a un manque de confiance. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème dans ce pays, c'est que le peuple a perdu confiance dans le gouvernement et il ne croit plus à ce système de gouvernance qui est en train en permanence de chercher des solutions de bricolage. Et aujourd'hui, l'exemple est tombé aujourd'hui. On est passé d'un pays exportateur de pommes de terre à un pays importateur de pommes de terre en quelques années. Et après, tout le monde laisse passer ce genre de choses sous silence, comme si il y a un problème. Non, il y a un problème. Et ce problème, il est dans cette politique de gouvernance. Il y a une crise politique dans ce pays qui n'est pas traitée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sous-entend que les autorités ils font le marketing d'un discours de danger extérieur, des ennemis extérieurs, etc. Mais est-ce que faire face à ces menaces, même si faire face à ces menaces, est-ce qu'en emprisonnant des jeunes militants ou des hommes politiques, et parlons de Karim Tabou, qui est aujourd'hui, Karim Tabou a fait 9 mois de prison. Il est encore aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Chaque dimanche, il doit se présenter dans un commissariat. Or que cet homme politique, cet opposant politique, a toujours été dans un combat propre, dans un combat digne et dans un combat pour la démocratie, pour l'Algérie, pour l'unité nationale et pour l'avenir de ce pays. Donc, est-ce que en fermant le champ politique, est-ce que c'est en fermant le champ médiatique, avec tout ça, moi je pense que, bien au contraire, le pouvoir, il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire pour faire face à ces menaces. Reste avec nous, Azdine Toumi. Et là, c'est Hicham, je vais revenir à vous. Donc, ce qui est venu dans le Twitter de la présidence de la République, je vais vous lire en arabe. بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم للتنقل إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني. أمر السيد الرئيس السيد الوزير الأول بالشروع ابتداء من الغد في بيع تذاكر رحلات بأسعار مدعمة ومع كل الإمكانات لإنجاح العملية. Avant de vous donner donc la parole pour répondre par rapport à ça, à cette affaire, Hicham Aboud, on va juste regarder ces images, des images donc des chômeurs aujourd'hui à Al-Borma, wilaya de Ouergla, très riche en pétrole et qui ont fait donc cette marche et aussi pour dire qu'ils sont en colère par rapport à leur situation sociale. On regarde ces images. On est en train de voir des manifestations. Les habitants de Al-Borma, wilaya de Ouergla, qui ont donc brûlé des pneus, donc pour dénoncer leur situation sociale. C'est des chômeurs qui demandent donc
le travail, alors qu'on est en train de parler de 12 vols qui vont être mis à la disposition des supporters des Verts. Très bien. Donc vous avez vu ces images, c'était à Al-Bourma, wilaya de Ouergla. Hicham Aboud, quelle lecture peut-on faire de cette décision quand il dit Abdelmajid Tebboune يعني أمر السيد الرئيس السيد الوزير الأول بشروع ابتداء من الغد في بيع تذاكر الرحلات. D'abord, en une seule phrase, il résume la déchéance de l'Algérie. En une seule phrase, il résume la déchéance de l'Algérie. On vous dit que le président de la République prend en charge, il prend en charge. Or, il ne prend pas en charge. Il ne paye pas de sa poche. Il ne paye pas de sa poche. Deuxièmement, il ordonne au Premier ministre d'entamer la vente des tickets, des billets. Pourquoi le Premier ministre, c'est lui qui vend les billets? Le Premier ministre, il est agence de voyage. Le rôle du Premier ministre, de vendre des billets. Voyez-vous l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Algérie? Maintenant, déjà, une phrase qui résume à elle seule la déchéance de l'Algérie. Maintenant, passons à ce volet de populisme. 12 vols, 4 d'Alger, 2 d'Oran, 2 à Constantine, 2 à Ouergla, 2 à Bicham. Très bien, magnifique. Est-ce qu'il sait qu'il ne s'agit pas de mettre des vols à la disposition des supporters, mais d'abord, est-ce que la Fédération algérienne de football s'est mise en accord avec la Fédération camerounaise pour qu'on lui octroie le nombre de billets pour le nombre de personnes qui vont s'envoler pour le Cameroun? Il y aura à peu près 3000 personnes qui vont partir au Cameroun. Est-ce qu'on leur a accordé, est-ce qu'on leur a préparé les 3000 billets? Rien n'a été fait. Deuxièmement, est-ce qu'on a préparé pour ces gens qui vont partir en grand nombre, 3000 supporters, est-ce qu'on leur a préparé des conditions d'hébergement? L'hôtellerie, est-ce que Yaoundé ou Douala peut absorber cette masse qui va tomber en 24 heures sur le pays? Est-ce que ça a été prévu? Rien n'a été fait. Est-ce que l'aviation civile camerounaise est avertie qu'il va y avoir une douzaine d'avions algériens qui vont atterrir en 24 heures? Parce que c'est l'espace d'un match, c'est 24 heures. Est-ce que l'aviation civile camerounaise a été avertie? Et c'est ça, parce que ces gens agissent de manière intempestive, de manière genre active. C'est comme ça qu'ils font. Tout récemment, j'avais donné une information selon laquelle le Maroc allait mettre à la disposition des Algériens qui se trouvent dans les pays voisins de l'Ukraine, allait mettre à leur disposition des avions pour les acheminer jusqu'à Oujda, et à partir d'Oujda, ils vont demander l'ouverture des frontières pour ces passagers. J'avais annoncé ça à 20h à 19h45. À 20h29 minutes, un tweet du ministère des Affaires étrangères annonce qu'un avion va se déplacer à Bucarest pour rapatrier des Algériens. Le lendemain, l'avion a décollé, il a ramené 76 Algériens et plus rien. Et plus rien. Parce que, bon, il n'y a pas de Marocains qui vont ramener des Algériens. Ok. Vous voyez comment ils agissent, ces gens-là? Ça, c'est pas digne d'un État. C'est ça que je dis, il n'y a pas d'État en Algérie. Comment expliquer la cacophonie, Hicham Aboud? Comment expliquer la cacophonie qu'on est en train de constater? Il ne me reste pas beaucoup de temps, on doit faire très rapidement, s'il vous plaît. Comment expliquer la cacophonie qu'on a constatée? Azdine Toumé avait parlé de ça, l'ouverture presque de 100 lignes après l'annulation de cette ouverture, et aussi le limogeage du ministère du Transport, Issa Bekay, pour faute grave. On ne sait pas c'est quoi cette faute. L'incompétence, la médiocrité. Jamais on est arrivé à cet état de gestion dans notre pays, Hicham Aboud.
Alors d'abord, permets-moi de saluer le courage de Ezdine Toumi qui part à partir d'Alger. Et je sais que c'est pas facile de parler à partir d'Alger sur ce temps et avec cette franchise et avec ce courage. C'est pas facile de faire, je le sais. Maintenant, pour ce qui est de la cacophonie, il faudrait savoir que la faute grave commise par le ministre des Transports, c'est la décision d'ouvrir de nouvelles lignes, de nouveaux vols, un nouveau programme de vol Air Algérie, et ça n'arrange pas les affaires des dirigeants réels du pays. Le bonhomme, il croyait qu'il était ministre, qu'il était souverain dans son ministère. Eh bien, ça ne les arrange pas. Il ne faudrait pas permettre aux Algériens de rentrer dans leur pays en grand nombre. Et c'est pour cela que l'Algérie est le seul pays au monde à ne pas avoir des escales de sa compagnie Algérie à l'étranger. Il n'y a pas d'agence à l'étranger. Bruxelles, la capitale de l'Europe, ne compte pas d'agence. Il n'y a pas de vol Alger-Bruxelles, Bruxelles-Alger. Et puis, il y a une forte communauté algérienne à l'étranger. On l'empêche de rentrer chez elle. Et tout à l'heure, tu disais si bien que l'année passée, pendant le mois de Ramadan, et bien avant le mois de Ramadan, des Algériens étaient parqués au terminal 3 de l'aéroport Charles de Gaulle Roissy et on les empêchait de rentrer. On les empêchait de rentrer. Pendant des semaines, ils étaient bloqués là-bas. Merci à vous. Restez avec nous, Hicham Aboud. Jamal Ghessoum, très rapidement, s'il vous plaît, je dois terminer aussi avec Ezdine Toumi, qu'il n'a pas pu avoir le temps qu'il fallait dans cette émission. Jamal Ghessoum, très rapidement. Je ne vais pas m'étaler inutilement, 3 sujets, 20 secondes par sujet, 1 minute au maximum. Alors sur la question des vols pour le match de foot, il s'agit d'une décision politique du président de la République. Et donc, évidemment, ce n'est pas M. Tebboune qui va délivrer les billets. Donc, j'imagine qu'il y a une organisation derrière. Il ne faut pas aller vers des questions périphériques. Sur la question des manifestations à Ouregla, c'est à 300 km de chez moi, à Ouadsouf. Et donc, je connais le mal-être et ils ont bien raison de manifester dans le cadre de la loi. Et ils ont tout à fait raison. Là où il y a du pétrole, il y a beaucoup de chômeurs et c'est complètement anormal. Troisième sujet, je n'aurai terminé, donc avant 1 minute, je souhaite quand même revenir sur M. Nazzar qui serait, lui, frappé par un mandat d'arrêt international par la justice suisse. Il n'y a pas meilleure justice au monde que la justice suisse. Il y était il y a 3 semaines. Si c'était le cas, il avait été arrêté. Donc, information fausse. De ce point de vue, il convient d'analyser la situation en Algérie de manière objective. Et s'il y en a pour qui le Maroc est très important, pour moi, ce sera l'Algérie d'abord. Terminé. Très bien. Jamal Ghessoum, le mot de la fin, Ezdine Toumi, qui est en Algérie, et on le salue aussi. Ezdine Toumi. Moi, je voudrais revenir sur un truc. D'abord, cette décision des 12 vols vers le Cameroun, peut-être il fallait pas que ça mobilise la page ou les informations de l'INTV pour parler de ça, etc. C'est dérisoire, 12 vols vers Douala. Donc c'est une décision pour dire que nous soutenons l'équipe nationale, nous soutenons la jeunesse, etc. Or qu'aujourd'hui, on a vu ce jeune, c'est quand même frappant, cette image de ce jeune de 16 ans qui a pris tous les risques et monté d'abord dans un avion, dans un avion et faire le voyage Constantine-Paris dans une soute à bagages. Et ça, des images comme ça résume tout. Donc, si les autorités, le discours officiel, ils parlent pendant 24 heures, pendant 48 heures sur la nouvelle Algérie, sur ce qui a été accompli, etc., mais des images comme ça, ça réussit la réponse. La réponse à tout ce discours, à toute cette propagande, etc. Donc, cette jeunesse, elle a envie de vivre. Cette jeunesse, elle a envie d'avoir ses chances ici en Algérie. Et ils aiment leur pays. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui est positif dans ce pays, l'Algérie est un grand pays par son peuple, par cette jeunesse, par son génie, par cette capacité à innover, par cette capacité à aller de l'avant. Nous avons une jeunesse qui réussit partout, dans tous les domaines.
Or que nous voyons que la politique générale dans Merci. ce pays, on donne de la valeur, on dévalorise le travail, on dévalorise l'intelligence et la capacité, et on favorise le mahsoubia, et on favorise aussi le système de récompense. Donc on récompense ceux qui sont avec nous, ceux qui applaudissent en permanence. Et on a vu Merci. des gens applaudir à des régimes différents, à des sphères différentes. Merci Azdine Toumi, barakallahu fik, yatik saha. Merci d'avoir participé dans cette émission. Azdine Toumi, analyste politique qui était avec nous depuis Alger. Grand merci aussi à Hicham Aboud qui était avec nous depuis Paris. Yatik saha, c'est Hicham, barakallahu fik. Merci aussi à Jamal Gissoum qui était avec nous depuis Paris aussi via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, wabqaw ala khair.